changements qui sont parus dans l'actualité, mais au niveau des professionnels que nous sommes, qu'est-ce que tu aimerais nous partager sur ce nouveau guide alimentaire canadien? Effectivement, le nouveau guide a plusieurs changements par rapport à la version précédente et je dirais des changements qui sont vraiment bienvenus. Avant de parler de ces changements-là concrètement, j'aimerais glisser quelques mots sur l'ancienne version du guide alimentaire canadien. Cette ancienne version qui datait de 2007, il faut noter qu'elle n'était qu'une légère mise à jour de la version précédente de 92. Donc 92 finalement pour la philosophie là, derrière. Exactement. Okay. Donc si on fait le décompte, 27 ans dans le monde de la nutrition, c'est une éternité. Évidemment, les habitudes de la population, mais aussi les avancées de la science de la nutrition ont énormément évolué en près de 3 décennies. L'ancien guide alimentaire était vraiment critiqué d'abord pour sa proximité avec l'industrie, ses recommandations qui étaient un peu trop rigides et son concept de portion qui est en quelque sorte décalé avec la réalité d'aujourd'hui. Si on se rappelle, initialement, le guide alimentaire canadien, la première version date de 1942, à une époque de guerre, une époque de rationnement. Le but, c'était de prévenir les carences. C'est pourquoi on avait des étendues de portions avec un minimum de portions à atteindre chaque jour dans certains groupes d'aliments. Bien, évidemment, le contexte alimentaire actuel n'a plus rien à voir avec le temps de guerre. Exactement, on n'est plus dans des pénuries ou des disettes, là, disons. Exactement, on vit maintenant dans une époque de surabondance alimentaire. Donner des quantités précises et minimum de portions dans ce contexte-là fait absolument aucun sens. Donc, on en vient à notre nouvelle version du guide alimentaire canadien qui a vu le jour en janvier 2019. D'abord, elle a été développée sans la participation de l'industrie agroalimentaire et elle tient compte des plus récentes données probantes disponibles. Bref, c'est un guide qui est vraiment solide et qui est à jour d'un point de vue scientifique. On aime ça. Absolument. Concrètement, si on regarde l'image, c'est un guide qui est très visuel, il est ultra simple à comprendre. Visuel, puis quand même très attirant aussi pour l'œil, je dois dire. Ça donne une vision très positive là, de l'alimentation. Absolument. On aime afficher ce nouveau visuel-là dans les bureaux. C'est simple à comprendre pour la majorité de la population. On résume ça en une ligne. Pour être en santé, on devrait manger la moitié de notre assiette de fruits et légumes, le quart de l'assiette en grains entiers et le quart de l'assiette en aliments protéinés. Très simple. Ensuite, si on décortique un peu ça, il n'y a plus de concept de groupe alimentaire. Il n'y a plus de concept de portion ou de quantité précise. Le groupe des viandes et substituts, anciennement dans l'ancien guide plutôt, s'est allié avec le groupe des laits et substituts et sont devenus ensemble le groupe des aliments protéinés. Et ce groupe-là, maintenant, fait une très grande place aux aliments, aux protéines végétales, comme les légumineuses, le tofu, les noix, les graines, par exemple. Donc, si on reprend notre assiette complète, là, avec les fruits et les légumes, les grains entiers et beaucoup de protéines végétales dans le groupe des aliments protéinés, on comprend que c'est beaucoup plus que le 3/4 de l'assiette qui devrait provenir du règne végétal, ce qui est tout à fait cohérent avec la science. Quand même un changement majeur aussi. Absolument. Et c'est ce que les avancées de la science nous dictent. Dernier point que j'aimerais amener dans les changements, et c'est une grande nouveauté, il y a maintenant des messages précis qui s'ajoutent à l'assiette, qui sont au nombre de 7, et la plupart d'entre eux, 4 exactement, ont trait au comportement alimentaire et non pas à la qualité alimentaire. Et là, je les nomme rapidement. Prenez conscience de vos habitudes alimentaires, cuisinez plus souvent, savourez vos aliments et prenez vos repas en bonne compagnie. Des phrases qui ont l'air vraiment toutes simples, mais qui contiennent énormément d'informations. D'ailleurs, pour en savoir plus sur ces comportements alimentaires-là précis, les feuillets explicatifs mis à la disposition sur le site du Guide alimentaire canadien, sur le site de Santé Canada, sont vraiment bien faits. C'est simple, c'est vulgarisé et ça permet vraiment d'explorer ces comportements-là. Anouk, il y a un point que tu as mentionné par rapport aux portions que j'aimerais qu'on revienne parce que c'est quand même un changement assez majeur. On passe de proportions au lieu de parler de portions, mais l'enjeu de la portion quand même plaisait à l'esprit en termes de savoir combien, de la quantité de choses à manger, je pourrais dire. Mais alors, qu'est-ce que tu vois comme point positif et peut-être un peu plus négatif là, de ce changement-là? En fait, c'est beaucoup plus actuel comme recommandation de parler de proportions et non pas de portions. Donc, si on revient à nos proportions, justement, la moitié en fruits et légumes, le quart en produits céréaliers de grains entiers, le quart en aliments protéinés. Ensuite, on garde ces proportions-là, puis on adapte tout simplement en fonction de l'appétit, en fonction de la situation du client. Les points pour de ça.
enfin, on arrête de se fier à un chiffre, à une mesure, que ce soit un nombre de portions, une mesure en tasse à mesurer, une mesure en poids. On cesse ça et maintenant, on n'a pas le choix de se fier à soi-même. Ce qui devrait être la base, mais qui a été en quelque sorte un peu perdu en cours de route. Quand je dis se fier à soi-même, je parle entre autres d'écouter ces signaux corporels de base. Donc, les signaux de la faim, le signal de la faim, le signal de la satiété. Très simple comme concept, mais manger quand on a faim et arrêter de manger quand on n'a plus faim, c'est quelque chose qui s'est perdu dans notre société actuelle. Ouais. C'est un message à transmettre à ses patients, qu'on doit transmettre aux patients en tant que professionnels de la santé aussi. Un message assez fondamental. Absolument. Un autre point positif, je dirais que cette façon de présenter l'assiette maintenant en proportion est beaucoup plus personnalisable. Le guide alimentaire canadien s'adresse à tous les Canadiens en santé de plus de 2 ans. On s'entend qu'il y a une grosse différence entre un grand gaillard de 18 ans en pleine croissance et une personne âgée sédentaire. Avec les nombres de portions, c'est difficile de combler les besoins de ces deux personnes-là qui ont des besoins très, très différents, alors qu'avec l'assiette présentée en proportion, beaucoup plus facile de le faire. On garde les mêmes proportions et là, on ajoute et on y va selon le contexte. Des points négatifs à présenter maintenant l'assiette en proportion, ben j'en trouve pas. Je pense que pour certaines personnes, un peu comme tu le dis, c'était bien d'avoir un nombre précis de portions. C'était quelque chose de rassurant. Ça permettait de se fixer peut-être des objectifs précis, de mesurer si les objectifs étaient atteints. Mais j'ai envie de dire que même si c'est déstabilisant au début, tout le monde gagnerait à se fier davantage à ses signaux internes pour manger puis arrêter de se fier à un chiffre, justement. Se fier à un chiffre, à un nombre de portions, ça nous déconnecte réellement de nos besoins physiologiques réels. Ça fait qu'on mange davantage avec notre tête, beaucoup plus qu'avec notre corps. On peut même en venir à éprouver moins de plaisir à manger quand on sait qu'on le fait par obligation, il faut atteindre un certain nombre ou au contraire se restreindre à un certain nombre de portions. J'ai l'impression qu'ultimement, ça peut même conduire à développer une relation qui est malsaine avec la nourriture. Et là, on va au-delà de la santé physique, on rentre dans la santé mentale, mais c'est tout aussi important. Donc oui, vive l'assiette présentée en proportion, à 100%. Si maintenant, on passe à une autre partie de cette assiette-là proportionnée, bon, la partie des aliments protéinés, lorsqu'on regarde là, l'image en couleur, on y voit ce qui a l'air être du yogourt, je dirais. Mais qu'en est-il du bon vieux verre de lait? Où est-il rendu par rapport à où il était dans l'ancien guide alimentaire? En fait, il faut noter que le lait et les autres produits laitiers n'ont pas été écartés du nouveau guide alimentaire canadien, pas du tout. Ils ont toujours leur place et, comme tu l'as dit, on les retrouve dans le groupe aliments protéinés, aux côtés des boissons végétales enrichies, de la viande, de la volaille, des légumineuses, le tofu, etc. Mais oui, le lait et les produits laitiers ont perdu leur statut à part entière, si on veut, dans le guide alimentaire. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, je ne crois pas. En fait, le fromage, le yogourt, le lait, les autres produits laitiers sont d'excellents aliments. Ça fournit des bons nutriments, des nutriments qui sont importants et qui peuvent faire partie d'une alimentation saine au quotidien. On peut prendre du lait et d'autres produits laitiers chaque jour, ça fait du sens. Mais de là à dire qu'ils sont essentiels pour être en santé, ben la réponse c'est non. Puis l'ancien guide nous laissait croire le contraire, malheureusement. En effet, il y a plein d'autres aliments qui nous permettent de nous procurer tous les nutriments qu'on retrouve dans les produits laitiers. Par exemple, est-ce que oui, tu aurais une liste là, de ces éléments-là? Là? Ben, si on pense aux nutriments pour lesquels on prend surtout les produits laitiers, on pense d'emblée au calcium et à la vitamine D. Le calcium, on en retrouve dans notamment les poissons en conserve, les sardines, le saumon, quand les arêtes sont encore là, ils ont été ramollis. Le tofu également qui est préparé avec du sulfate de calcium. Sinon, il y a bon nombre de légumes qui sont riches en calcium, le chou kale, le bok choy, le brocoli, plusieurs légumineuses également, dans certaines noix et graines, notamment les graines de sésame et le beurre qui en découle, le tahini, super riche en calcium. Quand on va maintenant à la vitamine D, bien évidemment, la vitamine D est moins présente naturellement dans les aliments. C'est un peu ce qui explique pourquoi souvent on va supplémenter certains aliments, je crois, en vitamine D. Absolument. Certains aliments, je pense aux boissons végétales enrichies, donc la boisson de soya, la boisson d'amande, la boisson de riz, peu importe. Donc, les boissons végétales sont d'excellentes alternatives au lait ou aux produits laitiers parce qu'ils sont enrichis dans les mêmes proportions en calcium, mais aussi en vitamine D. Et là, Anouk, tu me parles de supplémentation dans certains aliments. Ceci étant dit, je vois comment, par exemple, pendant des années, le lait était une source principale, disons, de supplémentation de vitamine D.
si les gens en consomment moins. Qu'est-ce que tu penses, toi, des supplémentations pharmacologiques là, en vitamine D? Pour la vitamine D, effectivement, étant donné notre situation géographique au Canada, la supplémentation pour l'ensemble des Canadiens peut être utile, particulièrement pendant les périodes d'ensoleillement moindres, donc d'octobre à avril. C'est la recommandation pour tous les Canadiens. Il y a même certains groupes d'experts qui recommanderaient de prendre cette supplémentation-là à l'année. Donc, à voir selon sa situation, évidemment, l'équilibre de son alimentation. Mais oui, c'est pas bête de prendre un supplément quotidien en vitamine D, étant donné que les sources dans l'alimentation sont un peu moins fréquentes. Donc, si je comprends bien, pour résumer par rapport aux produits laitiers, pas un aspect essentiel, mais très certainement nutritif. Et si les personnes souhaitent en consommer, c'est ce que le guide dit, mais on n'est pas dans la partie essentielle. Excellent résumé. Ils sont bons pour la santé. Est-ce qu'ils sont essentiels? Non. Très bien, merci. Je vais maintenant regarder la moitié de cette assiette-là, la plus colorée, celle des fruits et légumes. Quelque chose qui peut être un plaisir énorme dans l'assiette et dans les recettes qu'on va faire. Toutefois, il faut bien se rendre compte que l'accès à des fruits et légumes frais peut parfois être un obstacle pour plusieurs de nos patients et des clients que vous côtoyez, surtout au niveau des ressources financières. Les fruits et légumes peuvent parfois être assez dispendieux. Qu'est-ce que vous auriez comme recommandation à ce sujet-là? En fait, il y en a plusieurs. Ça peut être une réalité que le panier d'épicerie coûte plus cher à cause des fruits et légumes frais, mais ça dépend de la façon dont on les achète. Premièrement, profiter des fruits et des légumes de saison. Je pense que c'est le mot d'ordre. On peut aller sur le web. Il existe plein de calendriers de fruits et légumes de saison disponibles gratuitement. On en affiche un dans la cuisine et en tout temps, on est capable de voir qu'est-ce qui est produit au Québec en saison et d'aller acheter ces fruits et légumes-là qui risquent d'être accessibles et à moindre coût. Puis en plus, on encourage ainsi les producteurs locaux. Sinon, je reviens à une des recommandations du guide, tantôt quand je parlais des comportements alimentaires, d'apprendre à cuisiner. Je pense que pour tout le monde, peu importe de quelle clientèle il s'agit, apprendre à cuisiner, la base en cuisine, ne serait-ce que pour découvrir des nouveaux fruits et légumes, découvrir les légumes racines du Québec, apprêter également les fruits et légumes de différentes façons pour éviter la monotonie et apprendre également à les stocker pour des périodes de l'année où il y a peut-être un peu moins de diversité, donc faire des conserves, congeler également les légumes qu'on peut cueillir en bonne quantité pendant l'été. Sinon, il y a d'autres alternatives aux produits frais. Les fruits et légumes congelés, notamment surgelés, sont d'excellentes alternatives. Et oui, mais est-ce qu'en termes de qualité nutritionnelle, moi je me suis toujours demandé, j'ai beaucoup de mes patients qui me demandent, est-ce qu'on retrouve les mêmes nutriments dans la même qualité une fois surgelés? Dans les produits surgelés, oui. En fait, la perte de nutriments est vraiment négligeable. Donc oui, ça peut être vraiment une bonne alternative. Okay. En plus, on les a toujours sous la main. Ils sont pas périssables, donc ils sont dans le congélateur. Alors oui, on va vers là. Souvent, ils sont plus chers que le frais, mais quand ça vient en spécial, c'est l'occasion de stocker aussi les produits congelés. Pour ce qui est des produits en conserve, à ce moment-là, la perte de nutriments associée à la mise en conserve est un petit peu plus grande. Donc, oui, les produits frais sont de meilleure qualité nutritive. Par contre, ça reste quand même des bonnes alternatives, surtout si on choisit des conserves réduites en sodium ou encore qui n'en contiennent pas ou encore qu'on rince les produits qui sont à l'intérieur. Donc, pas la première option, mais une bonne alternative quand on n'a rien sous la main de frais. Je rajoute également une initiative de plusieurs supermarchés. Oui. La vente à prix complètement dérisoire d'aliments frais qui sont encore bons, mais qui sont peut-être sur le bord d'être moins bons. Si on les consomme le jour même ou encore le lendemain, c'est vraiment une façon d'économiser. Des fois, ils se retrouvent dans ces boîtes-là simplement parce qu'ils sont pas esthétiques en plus, mais ils sont encore vraiment comestibles. Puis en plus, on contribue à réduire le gaspillage alimentaire. C'est vraiment des belles initiatives à encourager. Les fameux fruits et légumes laits. Absolument. Disons, qu'on pourrait dire. Anouk, tu nous as parlé de plein de choses. Si on essayait de conclure, qu'est-ce que tu aimerais que les professionnels de la santé en première ligne retiennent de ce nouveau guide alimentaire canadien? Je dirais avec la phrase que tu as nommée, Mathieu, en début, la phrase derrière l'assiette du guide alimentaire qui est « Une alimentation saine, c'est bien plus que les aliments que vous consommez ». Le message derrière ça, c'est que le comportement alimentaire il est autant important que le contenu de l'assiette. Donc, les conseils que j'aimerais donner aux professionnels de la santé en première ligne, c'est de questionner
nos patients, nos clients, au-delà du contenu de l'assiette. Donc oui, on peut leur montrer la nouvelle image du guide alimentaire, on peut leur parler des proportions, des aliments sains, beaucoup de fruits et légumes, des protéines végétales, les aliments peu transformés, de manger varié, de boire de l'eau. C'est des messages super importants et ça reste important de les passer. Mais on peut aller au-delà de ça. On peut aller les questionner sur leurs habitudes et leur comportement alimentaire. Prenez-vous le temps de manger 3 repas par jour? Quand vous le faites, c'est dans quel contexte? Est-ce que vous mangez en conduisant sur le coin du bureau? Est-ce que vous mangez toujours seul, en famille, devant la télé? Comment vous vous sentez avant un repas? Est-ce que vous êtes complètement affamé? Est-ce que vous êtes complètement épuisé parce que vous êtes clairement en manque d'énergie parce que le dernier repas date d'il y a plusieurs heures? Quand vous mangez, est-ce que vous prenez le temps et de déguster, de savourer les aliments? Comment vous vous sentez après un repas? Est-ce que vous mangez au-delà de votre faim? Est-ce qu'il y a des émotions attachées à tout ça? Aux excès peut-être alimentaires? Les termes signaux de faim, de satiété, ça vous dit quoi? Est-ce que vous avez déjà essayé de savoir à quel moment du repas votre corps vous dit que vous en avez eu assez, que vous n'avez plus besoin de continuer à manger? La faim, est-ce que vous l'écoutez en plein milieu de l'après-midi quand elle se fait sentir puis elle vous crie de prendre une collation? Donc, c'est des questions qu'on peut poser. J'oublie aussi la série de questions sur les habitudes de cuisine. Est-ce que vous cuisinez? Est-ce que vous savez cuisiner? La recommandation de prendre un cours de cuisine ou de demander à des gens autour de soi qui savent mieux cuisiner peut être tout aussi importante que celle de manger plus de fruits et légumes, à mon sens. Oui, parce qu'en effet, des fois, ça peut être un peu intimidant au départ lorsqu'on n'a pas l'habitude de cuisiner ou qu'on n'a pas les notions. Absolument, alors que c'est un outil pour la vie, je crois, d'avoir des bases en cuisine. Donc, je pense que ces questions-là peuvent vraiment faire la différence auprès des patients. Ça suscite la réflexion, puis ça peut réellement entraîner des changements alimentaires qui vont avoir des répercussions sur leur santé physique, mais aussi leur santé mentale. Des questions pour nous aider à aller bien au-delà du « avez-vous une alimentation équilibrée, oui, non? » Absolument. Exactement. Anouk, bon, on conclut avec, tu me mentionnais, bon, tu sais, comment on peut aider les gens à être accompagnés dans ce processus-là. Cet accompagnement-là, je le vois très facilement lorsqu'on voit des gens qui ont des pathologies, maladies chroniques pour lesquelles l'alimentation est assez centrale. Je pense à des gens qui ont des diabètes type 2 avec une alimentation. On les réfère en nutrition. C'est comme un peu un réflexe, quelque chose qui s'insère naturellement. Mais est-ce que monsieur, madame, tout le monde, sans ces conditions-là chroniques, peut bénéficier d'un accompagnement en nutrition? Absolument, je suis contente que tu le mentionnes. Une démarche en nutrition, ça peut être utile vraiment pour tout le monde, ne serait-ce que pour aller faire un bilan de ses habitudes alimentaires, aller mieux comprendre ses comportements alimentaires, toutes les questions que j'ai posées tantôt là, sur les émotions, l'écoute de la faim, de la satiété. Ça peut aussi amener les gens à travailler sur des aspects spécifiques, comme l'écoute des signaux de faim et de satiété, par exemple. Donc oui, moi j'encourage tout le monde, on devrait tous avoir une nutritionniste de famille qui nous accompagne. J'encourage vraiment les gens à les consulter en nutrition pour faire le point. Absolument. Je rappelle que nous recevions aujourd'hui Madame Anouk Sénécal, nutritionniste et coordonnatrice de la clinique universitaire de nutrition et de la formation continue au département de nutrition de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Anouk, un grand merci pour ta participation. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi, Mathieu. Merci. Cette entrevue n'est pas un cours et l'Université de Montréal n'est pas responsable des informations qu'elle contient, ni de l'utilisation qui en est faite. De plus, en aucun cas, ces informations ne peuvent servir à poser un diagnostic sur l'état de santé d'une personne. Pour plus de renseignements, consultez un médecin ou un autre professionnel de la santé. Changements qui sont parus dans l'actualité, mais au niveau des professionnels que nous sommes, qu'est-ce que tu aimerais nous partager sur ce nouveau guide alimentaire canadien? Effectivement, le nouveau guide a plusieurs changements par rapport à la version précédente et je dirais des changements qui sont vraiment bienvenus. Avant de parler de ces changements-là concrètement, j'aimerais glisser quelques mots sur l'ancienne version du guide alimentaire canadien, cette ancienne version qui datait de 2007. Il faut noter qu'elle n'était qu'une légère mise à jour de la version précédente de 92. Donc 92 finalement pour la philosophie là, derrière. Exactement. Okay. Donc si on fait le décompte, 27 ans dans le monde de la nutrition, c'est une éternité. Évidemment, les habitudes de la population, mais aussi les avancées de la science de la nutrition ont énormément évolué en près de 3 décennies. L'ancien guide alimentaire était vraiment critiqué d'abord pour sa proximité avec l'industrie,
ses recommandations qui étaient un peu trop rigides et son concept de portion qui est en quelque sorte décalé avec la réalité d'aujourd'hui. Si on se rappelle, initialement, le Guide alimentaire canadien, la première version date de 1942, à une époque de guerre, une époque de rationnement. Le but, c'était de prévenir les carences. C'est pourquoi on avait des étendues de portions avec un minimum de portions à atteindre chaque jour dans certains groupes d'aliments. Bien, évidemment, le contexte alimentaire actuel n'a plus rien à voir avec le temps de guerre. Exactement, on n'est plus dans des pénuries ou des disettes, là, disons. Exactement, on vit maintenant dans une époque de surabondance alimentaire. Donner des quantités précises et minimum de portions dans ce contexte-là fait absolument aucun sens. Donc, on en vient à notre nouvelle version du Guide alimentaire canadien qui a vu le jour en janvier 2019. D'abord, elle a été développée sans la participation de l'industrie agroalimentaire et elle tient compte des plus récentes données probantes disponibles. Bref, c'est un guide qui est vraiment solide et qui est à jour d'un point de vue scientifique. On aime ça. Absolument. Concrètement, si on regarde l'image, c'est un guide qui est très visuel, il est ultra simple à comprendre. Visuel, puis quand même très attirant aussi pour l'œil, je dois dire. Ça donne une vision très positive là, de l'alimentation. Absolument. On aime afficher ce nouveau visuel-là dans les bureaux. C'est simple à comprendre pour la majorité de la population. On résume ça en une ligne. Pour être en santé, on devrait manger la moitié de notre assiette de fruits et légumes, le quart de l'assiette en grains entiers et le quart de l'assiette en aliments protéinés. Très simple. Ensuite, si on décortique un peu ça, il n'y a plus de concept de groupe alimentaire. Il n'y a plus de concept de portion ou de quantité précise. Le groupe des viandes et substituts, anciennement dans l'ancien guide plutôt, s'est allié avec le groupe des laits et substituts et sont devenus ensemble le groupe des aliments protéinés. Et ce groupe-là, maintenant, fait une très grande place aux aliments, aux protéines végétales, comme les légumineuses, le tofu, les noix, les graines, par exemple. Donc, si on reprend notre assiette complète, là, avec les fruits, les légumes, les grains entiers et beaucoup de protéines végétales dans le groupe des aliments protéinés, on comprend que c'est beaucoup plus que le 3/4 de l'assiette qui devrait provenir du règne végétal, ce qui est tout à fait cohérent avec la science. Quand même un changement majeur aussi. Absolument. Et c'est ce que les avancées de la science nous dictent. Dernier point que j'aimerais amener dans les changements, et c'est une grande nouveauté, il y a maintenant des messages précis qui s'ajoutent à l'assiette, qui sont au nombre de 7, et la plupart d'entre eux, 4 exactement, ont trait au comportement alimentaire et non pas à la qualité alimentaire. Et là, je les nomme rapidement. Prenez conscience de vos habitudes alimentaires, cuisinez plus souvent, savourez vos aliments et prenez vos repas en bonne compagnie. Des phrases qui ont l'air vraiment toutes simples, mais qui contiennent énormément d'informations. D'ailleurs, pour en savoir plus sur ces comportements alimentaires-là précis, les feuillets explicatifs mis à la disposition sur le site du Guide alimentaire canadien, sur le site de Santé Canada, sont vraiment bien faits. C'est simple, c'est vulgarisé et ça permet vraiment d'explorer ces comportements-là. Anouk, il y a un point que tu as mentionné par rapport aux portions que j'aimerais qu'on revienne parce que c'est quand même un changement assez majeur. On passe de proportions au lieu de parler de portions, mais l'enjeu de la portion quand même plaisait à l'esprit en termes de savoir combien, de la quantité de choses à manger, je pourrais dire. Mais alors, qu'est-ce que tu vois comme point positif et peut-être un peu plus négatif là, de ce changement-là? En fait, c'est beaucoup plus actuel comme recommandation de parler de proportions et non pas de portions. Donc, si on revient à nos proportions, justement, la moitié en fruits et légumes, le quart en produits céréaliers de grains entiers, le quart en aliments protéinés. Ensuite, on garde ces proportions-là, puis on adapte tout simplement en fonction de l'appétit, en fonction de la situation du client. Les points pour de ça. Enfin, on arrête de se fier à un chiffre, à une mesure, que ce soit un nombre de portions, une mesure en tasse à mesurer, une mesure en poids. On cesse ça et maintenant, on n'a pas le choix de se fier à soi-même. Ce qui devrait être la base, mais qui a été en quelque sorte un peu perdu en cours de route. Quand je dis se fier à soi-même, je parle entre autres d'écouter ces signaux corporels de base. Donc, les signaux de la faim, le signal de la faim, le signal de la satiété. Très simple comme concept, mais manger quand on a faim et arrêter de manger quand on n'a plus faim, c'est quelque chose qui s'est perdu dans notre société actuelle. Ouais. C'est un message à transmettre à ses patients, qu'on doit transmettre aux patients en tant que professionnels de la santé aussi. Un message assez fondamental. Absolument. Un autre point positif, je dirais que cette façon de présenter l'assiette maintenant en proportion est beaucoup plus personnalisable. Le Guide alimentaire canadien s'adresse à tous les Canadiens en santé de plus de 2 ans.
On s'entend qu'il y a une grosse différence entre un grand gaillard de 18 ans en pleine croissance et une personne âgée sédentaire. Avec les nombres de portions, c'est difficile de combler les besoins de ces deux personnes-là qui ont des besoins très, très différents, alors qu'avec l'assiette présentée en proportion, beaucoup plus facile de le faire. On garde les mêmes proportions et là, on ajoute et on y va selon le contexte. Des points négatifs à présenter maintenant l'assiette en proportion, ben j'en trouve pas. Je pense que pour certaines personnes,